le monde. Donc je vais commencer le live de ce soir, donc c'est notre hors-sujet numéro 6. Dernier donc point sur les sondages avant les élections ce week-end. J'ai une petite chronique. Attention. Alors, sérieux. Alors j'avais dit que je ferais une petite chronique humoristique et je vous assure, je l'ai faite et tout, mais mon chat Boumaf l'a mangé. Ah, ce chat. Donc bah du coup, on dira qu'on va faire avec les moyens du bord. Et je vous assure, c'est pas du tout parce qu'il se passe trop de dingueries. J'avais écrit un très beau texte, très posé, sans aucun stress latent, car tout va bien, je vous assure, encore une fois. Ça parlait du passage de Mélenchon sur France 5, qui parle de discrédit systématique des figures de la gauche, depuis Léon Blum, qui était traité de sale juif, et qui était battu dans la rue, jusqu'à lui, traité d'antisémite et victime par 2 fois de tentatives d'assassinat. J'ai cherché ça. J'ai cherché ça. L'un des deux imaginait terminer le vieux avec un lance-flamme. C'est chaud, littéralement. Et donc, l'éditorialiste qui lui faisait face sur le plateau, qui lui rétorque qu'il exagère un peu quand même, ou quelque chose. Et c'est vrai, se plaindre de 2 projets d'assassinat le visant, il abuse un peu le vieux. C'est quand même pas non plus la mort, hein. Et puis, les peines prononcées ne sont pas si sévères. Seulement 9 et 18 ans de prison. Oui, il faut ce qu'il faut. Attendez de voir le RN au pouvoir, je vous assure. Vous allez, vous aussi, relativiser la prétendue sévérité de notre justice laxiste. Bref, une broutille. Et j'enchaînais, je crois, sur la quarantaine au moins d'investis par le RN qui ont pu tenir des propos choquants ou douteux, que ce soit antisémites ou plus globalement racistes, ou homophobes, transphobes ou autres, ou un peu de tout ça mélangé. Ce qui ne fait pas grand poids en comparaison avec l'unique investi et les filles pris la main dans le sac, car il a tweeté, il y a 6 ans, de la merde soralienne. Oui, c'est le terme technique idoine, celui qu'utilisent tous les spécialistes antifa. J'hésitais aussi à rajouter un point sur le sick fake de de Renaissance. Décidément, j'ai un peu de mal. Mais donc, je parle bien des macronistes et non pas du parti que l'on peut légitimement et formellement qualifier de néofasciste, au cas où il y aurait un doute. Renaissance donc, qui a gratifié Internet d'un prétendu calculateur de retraite avec le NPF, qui ne prend tout simplement pas en compte le programme du NPF sur la question. Du nouveau Front Populaire sur la question. On n'est plus libre pour mettre ce qu'on veut comme calcul quand on ne tient pas compte des faits, comme je les comprends. La liberté, c'est vraiment un état d'esprit de la Startup Nation. Qui pourrait leur en vouloir? Enfin donc, la liberté d'entreprendre, c'est aussi la liberté de mettre ce que l'on veut comme calcul dans un site prétendant parler d'une réforme fiscale de ses adversaires politiques. Et ils ne se sont pas privés, comme on peut le voir dans leur code, notamment avec ce facteur 0,985 qui sort de quelque part. On ne sait pas trop d'où, mais sans doute parce que nous n'avons pas les capacités mentales de comprendre le génie de ces gens qui ont tout mieux compris. Mais détail. Boubaf, le chat, a mangé la chronique, et de toute façon, l'actualité l'avait déjà rendu complètement obsolète depuis le scandale de la pizza. Je ne parle pas du Pizzagate, cette théorie conspi US qui voudrait qu'un réseau criminel s'organise sous une pizzeria, mais bien du Pizzagate à la française. Celui de la pizza végétarienne, chèvre et légumes grillés antisémites. Cela étant, on peut s'accorder qu'on est sur le même type de raisonnement conspirationniste. Les Pizzagate se suivent et se ressemblent. Le rapport, je vais tenter de vous le faire rapide. La pizza est antisémite parce que cuite au four à pierre. Et donc évidemment, comment ne pas voir dans une réclame ordinaire d'un carton de pizza surgelée végétarienne un équivalent limpide avec un crime contre l'humanité? Ça tombe sous le sens enfin. Il est totalement inacceptable de vanter une cuisson au four à pierre sur une cartonnette de pizza. J'ajouterai pour ma part que la pizza choisie ne contient volontairement pas de porc, puisqu'elle est végétarienne. Elle est donc également islamiste et elle refuse de condamner le Hamas. Plus le fromage de chèvre,
un fromage qui est de couleur blanche. Elle est donc raciste anti-blanc. Il faut savoir lire entre les lignes. Enfin, que dire des légumes grillés? Ces courgettes, ces aubergines qui ont subi les derniers outrages. Tout est clair. Cette pizza est aussi misandre. C'est une hystérie féministe woke, castratrice, cisphobe, qui veut détruire l'avenir de la France en annihilant l'hétérosexualité. Et encore, je ne fais qu'effleurer l'écume. Finalement, Boumaff a peut-être bien fait de manger ma chronique, et je vais m'arrêter là. Je vais repasser. Voilà. Recoucou. 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 Et voilà, c'était donc la chronique humoristique, enfin comme on peut. Bon, je capte, mais il faut reconnaître que c'est elle qui nous a mis dedans pour commencer à l'heure ce soir, parce qu'on s'était dit qu'on faisait une chronique humoristique et que parfois c'est difficile de faire des chroniques humoristiques. Parfois c'est difficile de faire des chroniques humoristiques. Voilà. Cela dit, tout ce qui a été dit dans cette chronique était vrai. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Un peu inquiétant, oui, voilà, on va le dire comme ça. J'ai le... Attends, je voulais montrer le... Il faut que je passe sur... Pour pouvoir, voilà. Donc là, tu as affiché comme ça, tiens. C'est pas très bien centré. Bon, c'est pas grave. Attends. Ouais, alors avec le décalage, faut que... En fait, je vais t'agrandir un peu. Ah oui, agrandis-moi. Ah, je grandis. Tu grandis. Est-ce que je peux... Tiens, c'est... Non. Voilà, c'est bien. Je te grandis un peu plus. Ouais. Je te mets comme ça. Et là, normalement, c'est pas trop mal. Il faut juste que je te mette... Ah, en fait... Voilà. Et si je mets ça ici, alors, ça devrait être parfait. Voilà. Là, pour information, quand je tourne la tête comme ça, là, comme vous le voyez là, c'est que je suis en train de lire le chat. Voilà. Bien, alors. Donc, je vous rassure. C'est que je suis attentif à ce que vous dites. Soit dit en passant, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais les... Oh là, ça devient non, bizarre. mais là, je fais un truc bizarre. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Ça, c'est le code. Oui. Le fameux code du truc. Et donc, on voit là ce truc, ce facteur 0.985 fois la pension. Voilà. On ne sait pas ce que c'est que ce truc, on ne sait pas d'où ça sort. C'est très mystérieux. C'est bizarre, oui. Donc oui, il y a des gens... Il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais les rassurer. On va faire ce qu'on peut. Je crains que la réponse soit plus nuancée que ça. Mais il y a une sorte de musique qui s'installe dans les médias généralistes, pardon, dans les télévisions généralistes, qui est un peu étonnant. Donc en même temps, on n'aura pas tout à fait le même... Enfin, on n'aura pas... c'est un peu... Nous n'aurons pas le même discours que ce qu'on voit dans les chaînes de télévision. Oula, d'accord. Chaîne de télévision. Oui, non, mais il faut pas trop que je m'inquiète sur ce qui se passe. Sur les chaînes de télévision, voilà, on a d'autres choses à présenter. Bon, comme d'habitude, ce sera sourcé. Mais avant de parler vraiment de sondage, on sait que vous êtes là pour ça, et justement, ça va être le gros du sujet. On va essayer de passer un petit quart d'heure. Alors, une chose qui va être importante au deuxième tour, c'est le report des voix. Comment il se passe? Alors, on va expliquer ça, mais en gros, à l'heure actuelle, une partie il va être difficile de convaincre les électeurs les électeurs qui vont voter pour le Rassemblement national, il va être difficile de les convaincre sur des éléments rationnels. Par contre, une chose qui va être importante, c'est comment va se passer le report des voix. Et là, la diabolisation fait beaucoup de mal. Donc en fait, en un petit quart d'heure, je voudrais vous donner des éléments factuels qui vous permettent de revenir sur les arguments qu'on a entendus et qui vont quand même devoir permettre d'aider à faire un report de voix qui soit un minimum rationnel.
Une question qui s'est posée récemment, donc j'en ai discuté récemment sur un serveur, et puis Clément Viktorovitch en a parlé ensuite en live, et j'ai un peu la même analyse que lui. Donc on peut retrouver cette analyse là dans la vidéo comment Macron a pavé la voie de Bardella. Est-ce que tu en profites pour commencer à montrer les sources, Chloé? Oui, alors donc je vais passer sur celui-là. Donc il va être encore en plus grand. Il faut que je mette Firefox. Ah, je suis tout grand. Ah. Tu es très très grand. Donc ah, je suis plus grand. Voilà cette vidéo. C'est ça dont tu parles. Tout à fait. Donc voilà. Évidemment, nous n'allons pas. Il y a 2-3 vidéos en référence. Nous n'allons pas diffuser la vidéo en live. Nous n'allons pas faire ça quand même. Nous respectons le droit d'auteur. Donc là, nous vous montrons nos références. Évidemment, elles seront dans les liens donnés dans la description de la rediffusion. Mais on va éviter de copier, de pirater comme ça les vidéos des uns et des autres. Mais donc une chose qui s'est vue, c'est que, on se pose un petit peu la question il y a des gens qui se posent la question de pourquoi autant de gens d'un coup se mettent à voter pour le Rassemblement national. Mais on constate par exemple que en ce moment, l'actuel gouvernement nous explique que le chômage baisse, donc ça va plutôt bien, leur bilan est plutôt bon. Mais il y a de ça quelques semaines à tout casser, ils nous expliquaient que le chômage montait, et donc ça justifiait de changer les règles pour l'accès au chômage. En rendant plus difficile l'accès au chômage, ce qui d'ailleurs allait à l'encontre d'une promesse qu'ils ont faite il y a 2 ans. Mais passons. Et pourquoi d'un coup, là, en quelques semaines, d'un coup, le chômage a arrêté de monter pour recommencer à descendre? Parce qu'ils ont changé de métrique, tout simplement. Et donc, en fonction de comment on regarde, on trouve les chiffres pour étayer l'affirmation qu'on voulait faire. C'est-à-dire que ils font typiquement ce qu'on appelle du cherry picking. Ils ont la conclusion qu'ils souhaitent et ensuite ils essayent de se débrouiller pour trouver un moyen de présenter les chiffres pour que ça aille dans leur sens. Et ça, c'est quelque chose d'assez courant en ce moment, pas en ce moment, depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, ça m'a frappé avec la crise de la Covid-19, mais notamment d'après Clément Viktorovitch, ça avait commencé avant. En fait, ils tiennent effectivement un discours qui n'est pas en lien avec la réalité. Avant, j'avais l'impression qu'il s'agissait juste d'un homme politique qui mentait comme les autres. Et en fait, c'est sur la Covid-19 que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose de plus profond. Donc, on est vraiment sur de l'ère de la post-vérité. C'est vraiment tenir un discours qui n'est pas en lien avec la réalité. Et le résultat, c'est que on sait plus trop. C'est difficile ensuite d'attaquer le Rassemblement national pour lui dire que il est incompétent ou il change d'avis, puisque en fait ça fait maintenant depuis 2017 qu'on a un exemple à la tête de l'État qui se permet de tenir des propos complètement hors de la réalité. Après voilà, faut pas s'étonner que du coup ça ne fonctionne plus avec l'électorat, que l'électorat du Rassemblement national ne va plus du tout adhérer à des discours plus rationnels, puisqu'en fait on nous a habitués à un discours qui est très irrationnel. Donc ça c'est un point. Et aussi par exemple c'est un exemple relativement récent et surtout assez emblématique pour le rejet de la loi immigration. Donc c'était en décembre dernier, en décembre 2023. Le rejet de cette loi est d'abord dû au vote des députés de gauche. C'est la majorité des votes non viennent de la gauche. Et pourtant, à cette occasion, le gouvernement a donné quitus à l'extrême droite, a repris les termes de l'extrême droite et a décidé d'appliquer le programme de l'extrême droite. Et donc là aussi, c'est pas la première fois. Hein. Là, c'est juste un exemple assez frappant. Mais il y a plein de fois où ils utilisent les termes du Rassemblement national, ils justifient les obsessions du Rassemblement national
voire applique la politique du Rassemblement national. Donc, évidemment, après, à force d'avoir martelé ça, c'est pas en quelques jours où ils vont pouvoir dire ah ben oui, mais regardez, ils sont complètement incompétents, ils racontent n'importe quoi, que ça va changer grand-chose. Donc, alors, dans le chat, il y a Jean qui nous fait remarquer, mais voyons, c'est en lien avec la réalité, c'est juste dans un univers différent d'une autre. ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça donne cette impression, et juste au-dessus, il a dit, alors ça, on était à un moment donné où le chat n'apparaissait pas parce qu'il n'apparaît pas sur tous les tableaux. Je crois d'ailleurs que Macron s'est enfin rendu compte qu'il a peut-être fait une connerie et commence à sérieusement serrer les fesses. J'avoue que rien que ça arrive à enjoliver un tout petit peu ma journée. Oui, alors en tout cas, visiblement, il a fait le pari qu'il prendrait tout le monde de court et notamment que la gauche ne serait pas unie et ce qui lui permettrait d'emporter les élections. Visiblement, ce pari-là, s'il est bel et bien fait, si c'était bel et bien son pari, ce que disent plusieurs analystes, visiblement, ce pari-là n'est pas en passe d'être remporté. Voilà. Et bah, quant au fait de partir du principe que les gens raisonnables vont toujours voter pour lui, bah ça complique les choses. Bah, ça tombe bien parce que bon, que tu mettes ça sur le tapis, Jean, parce que c'est un autre point qu'on voulait aborder. Faut quand même reconnaître. Et là, en l'occurrence, je parle pas du. Enfin, donc il est question de politique, mais en l'occurrence, c'est pas tant du projet de société que portait Emmanuel Macron. Bah, déjà, en fait, en 2017, il avait un projet très clair. Qui a été publié dans un livre intitulé Révolution, alors, sur lequel on peut ou non être d'accord. En l'occurrence, il s'inscrivait dans un arc républicain, donc en tout cas voilà. Après, il faut voir si c'est un choix de société pour lequel on veut opter. Mais toujours est-il qu'il n'a jamais appliqué ce programme-là. Donc ça, c'est un premier problème. Il a appliqué finalement le programme à la base, le programme des Républicains. Bon, pareil, on peut être en accord ou non, mais déjà, première chose, si c'était pour appliquer ce programme-là, ça aurait été mieux de se faire élire sur ce programme-là. Et le problème aussi, c'est la grande violence dont ils ont fait preuve en permanence et qu'il faut pas oublier parce qu'on reproche des violences dans les mots à la France insoumise. Bon, oui, ce serait bien quand même que les partis de gauche apprennent à arrêter de se battre entre eux, marquer leurs différences qui sont réelles, c'est tout à fait normal. En même temps, il faut pas oublier quand même qu'ils se rejoignent sur pas mal de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi à s'unir. Mais oui, bon, c'est normal. Faut pas oublier que durant la dernière législature, les députés de gauche, toute la gauche confondue, tous ceux qui ils avaient quand même tendance à beaucoup voter ensemble. Oui, voilà. Ouais, quand on regarde les votes, ils votaient beaucoup ensemble. Mais bon, enfin, voilà. Enfin, qu'il y ait des débats au sein de la gauche, c'est plutôt sain. C'est vrai que ce serait bien qu'ils arrêtent de se battre comme des chiffonniers, mais toujours est-il que il y a quand même eu énormément de violence de la part du gouvernement depuis 2017, notamment la gestion de la crise des Gilets jaunes. Malgré tout, il y avait d'autres moyens de la gérer et il y a vraiment une vraie responsabilité de l'État dans les mains arrachées et les yeux crevés. Et puis il y a aussi une grosse violence quand, par exemple, sur la réforme des retraites, on passe complètement outre le vote de l'Assemblée. Donc voilà, faut quand même pas oublier la violence dont fait preuve le gouvernement, au-delà du projet qu'il porte, parce que en vérité, il aurait très bien pu appliquer son projet sans faire preuve de cette violence, et qui est complètement passé sous silence, et c'est très dommage. Enfin, c'est assez problématique de reprocher une violence à la France insoumise en étant soi-même quand même extrêmement violent. Voilà, c'est un point que je voulais mettre en avant, qui va être important quand même. Alors, ça va pas être facile à faire accepter à l'électorat d'ensemble, mais qu'il faut prendre en compte tout de même. Et puis donc il y a toutes ces histoires d'accusations envers la France insoumise. Alors déjà, je vais vous mettre dans les références, dans la rediffusion, et on va vous le montrer vite fait, l'article de 20 minutes qui a pas mal circulé, indiquant pourquoi c'est faux de dire que la France insoumise est un parti d'extrême gauche. Alors, voilà. C'est celui-là, je pense. Non, voilà, je ne veux pas recevoir de notification de 20 minutes. Oula, non, je ne veux pas non plus me connecter avec mon compte Google. Waouh. Voilà. Donc bon, l'article est intéressant, il est pas trop long mais bien argumenté,
et voilà, il remet quand même pas trop mal les pendules à l'heure. Rappelez quand même que dont la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Leurs méthodes, leurs pratiques, ce sont faire des pétitions, faire des manifestations déclarées et pacifistes, faire un travail au sein de l'Assemblée nationale. Bref, respecter complètement les institutions démocratiques et républicaines. Voilà. Et puis par ailleurs, le programme de la France Insoumise est finalement moins ambitieux que le programme de François Mitterrand en 1981. Et il ne viendrait personne à l'idée de qualifier François Mitterrand d'extrême gauche. C'est vrai qu'en 1980, c'était autre chose. Oui, donc... Que dit l'article? Une erreur provoquée par de la droitisation de l'échiquier politique. Oui, alors ça, en passant... Ah tiens, oui. Bon bah... je l'ai mis en grand pour que ce soit lisible. Oui. Ingénieur PP qui fait... JP, pardon. Ingénieur JP qui fait une référence à la République c'est moi. C'est bien. C'était le moment. C'était le moment. Soit dit en passant, c'est eu un article de Vincent Tibéri, à force de le croire, c'est le titre de l'article. En vérité, c'est pas le champ politique, c'est pas exactement droitisé. Ça, c'est plutôt les médias et surtout, en fait, l'attaque de Bolloré sur les médias qui a provoqué une droitisation dans les médias, mais le champ politique, en fait, il s'est plutôt tripartisé avec un très fort antagonisme entre chacune des parties, plus que droitisé. Et on le voit bien d'ailleurs, on va bien voir avec l'analyse des sondages, le pôle de gauche est quand même assez fort. Donc voilà, cette histoire de droitisation n'est pas tout à fait vraie. C'est surtout les médias qui ont tendance à se droitiser et surtout les télévisions. Il faut faire très attention à ce qui est dit sur les télévisions. Préférez la presse écrite. Voilà. Donc voilà, je voulais rappeler ça et donc ouais, en ce moment, il y a une attaque, alors que je n'hésite pas à qualifier d'ignominieuse, que Clément Viktorovitch aussi a qualifié d'ignominieuse. Donc concrètement, sur cette chaîne, nous ne sommes pas les premiers à le dire, mais ce sont les attaques en antisémitisme régulières auprès de la France Insoumise. Et donc, pour ça, il se trouve que jeudi, la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, a publié un rapport. Alors là, je suis sur la Voix du Nord, c'est pas ça. C'est pas grave. On va commencer avec cet article, c'est très bien. La Voix du Nord. Voilà, on va commencer par cet article. Ah bah, t'es sur la oui, voilà. Donc, on va parler de ce rapport de la CNCDH, mais il y a une chose que remarque, alors pas que la Voix du Nord, mais il se trouve que le titre est très clair avec celui de la Voix du Nord. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà, l'antisémitisme plus ancré à droite qu'à gauche indique un rapport que le gouvernement n'est pas allé chercher. Donc voilà, ça indique deux choses. Donc une chose, le contenu du rapport dont nous allons parler, mais qui aussi soulève un fait intéressant, c'est que usuellement, lorsque la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet un rapport, et elle le fait chaque année, usuellement le gouvernement vient pour la cérémonie de publicité de ce rapport. Et là, cette fois-ci, le gouvernement n'est pas venu récupérer ce rapport. Intéressant. D'autant plus que, on va basculer sur le rapport. Alors attends, je voudrais lire un commentaire de dame pour citer le camarade. Ah, j'arrive pas à voir si c'est un R ou un N. Cornaline. Cornaline. Purée, vraiment, il faut que je change de lunettes. Ils nous traitent de scélérats, nous font passer pour des violents pendant que leur État ne tient que par la répression, des sans foi ni loi qui voient en ceux qui refusent tout pouvoir et pourtant eux-mêmes sont les rois de la guerre et du piège. Voilà. Donc, c'est plutôt bien écrit. Là, le rapport, ici, alors, ouais, je vais mettre le lien du rapport. Alors, le rapport... Effectivement, comme le fait remarquer la Voix du Nord, il se trouve que d'abord,
ce n'est pas qu'il n'y a pas de racisme ou d'antisémitisme au sein de la gauche. Il y en a de Non. partout. Il y en a de partout. Dans le rapport, le plus faible, c'est à gauche. Mais c'est voilà, quand même 30% des personnes de gauche qui adhèrent à au moins un poncif antisémite. Voilà, donc on n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien à gauche, si, il y a, donc il faut continuer à faire du travail, mais en revanche, il est beaucoup plus marqué à droite. Voilà. On passe de 30 à 60%. Je suis pas en train de dire de bêtises, je suis en train de... Je sais pas te dire, je connais. Alors, je vais mettre en grand. En tout cas, c'était clairement... voilà. Bon, ça sent les fermières. En tout cas, c'est beaucoup plus marqué, c'est plus important, vraiment, clairement à droite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour l'électorat sympathisant de droite. Non. Je pense qu'il faudrait télécharger les rapports pour mais je les ai téléchargés, je suis en train de les parcourir, mais comme j'ai parcouru les pages un peu dans tous les sens, je sais plus où je cherche quoi. Bon, c'est pas très grave. Donc, en tout cas, le rapport, clairement, vous pourrez jeter un œil dedans, indique que il y a pas de doute, hein, c'est plus marqué dans l'électorat de droite que dans l'électorat de gauche. Je me demande si j'avais pas partagé un truc sur mon profil. En tout cas, ça c'est un élément marquant. Et par ailleurs, le rapport indique que le gouvernement ne fait pas assez dans la lutte contre les discriminations et devrait être plus actif. Or, le gouvernement n'est pas venu chercher le rapport. C'est intéressant. Ah, voilà, je crois que c'est ça, oui. Le baromètre. Voilà, là, il y a une... Voilà, donc 53% pour la droite, 51% pour l'extrême droite. Le centre droit, il a 41%, le centre 43%, le centre gauche 37%, la gauche 30% et l'extrême gauche 35%. Voilà. Donc sensible, alors c'est pas adhère, c'est sensible à au moins un préjugé antisémite. Donc il doit y avoir plusieurs préjugés qui sont testés et on doit demander aux gens s'ils sont un peu d'accord, pas du tout d'accord, etc. Et voilà, j'allais parler de la méthodologie, donc justement parce que donc évidemment on demande pas aux gens est-ce que vous êtes raciste, oui non. Alors, il y a des gens qui se déclarent ouvertement racistes, mais c'est quand même pas la majorité. C'est pas le meilleur proxy pour mesurer ça. Et voilà. On le voit plus dans des actes. Les gens vont pas se déclarer antisémites. Et moi, dans mon expérience personnelle d'antisémitisme, je l'ai vu à la fac quand je faisais mes études d'hébreu. Parce que quand je disais aux gens que j'étais en études d'hébreu, très régulièrement, et on parle d'une fac de lettres, donc il y avait quand même surtout des gauchistes. Très régulièrement, j'avais comme réaction une espèce d'air de dégoût avec « mais t'es juive ?» Et c'est hyper dérangeant, et c'est hyper répandu, et ben oui, d'accord, ok, c'est quoi la question? C'est complètement bizarre. Et voilà, et c'est des gens, je leur aurais demandé directement s'ils étaient antisémites, certainement pas, au contraire, c'était des gens qui étaient antiracistes, tout ce que vous voulez. Voilà, mais il y a une espèce l'antisémitisme en France est limite une tradition, quoi. C'est quelque chose de profondément ancré dans le pays depuis des siècles et on s'en débarrasse pas comme ça. Faut voir que, l'affaire Dreyfus, c'est la fin du 19e siècle, c'est pas si ancien non plus. Voilà. Donc la méthodologie, c'est pas de demander aux gens s'ils sont racistes, antisémites ou quoi, c'est de les confronter à des clichés antisémites et leur demander effectivement à quel point ils sont d'accord. Et donc là, ça permet d'établir un baromètre. Il s'agit en fait d'une étude sociologique, c'est pas le sondage des Français des Français préférés des Français. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Donc voilà, le rapport est quand même assez significatif. Il est fait tous les ans par des professionnels, par des sociologues, des gens qui maîtrisent un minimum le sujet. Alors il y a quand même une chose à relever qui elle est positive. Donc certes, depuis 2 ans, l'intolérance monte, mais par rapport au niveau qu'on avait atteint dans les années 90 et 1990 et dans les années 2010, on est quand même
clairement en dessous. Mm. Enfin, c'est très significativement en dessous. Donc au moins ça. Par contre, ça monte. Et ça, c'est un problème. Donc oui, il faut être attentif à ça. Le fait est que c'est plutôt à droite qu'on le voit. Soit dit en passant, alors comme exemple de source là-dessus, j'ai pris une vidéo de 28 minutes qui parle de ça, mais pas que. Mais voilà, en ce moment, on voit effectivement un racisme, de l'antisémitisme décomplexé s'exprimer dans la rue, et ce sont des groupes d'extrême droite qui font ça, pas de gauche. Factuellement, ce qu'on constate, c'est de l'antisémitisme, voilà, c'est de l'intolérance d'extrême droite qui s'exprime en ce moment de manière décomplexée, et c'est la France insoumise qu'on vient chercher. Alors, une dernière chose à ce niveau-là, je vais mettre un lien pour que vous puissiez télécharger le programme du nouveau Front Populaire. Ah, Et lorsqu'on va à la page 12, voilà, on va aller doucement à la page 12. Voilà, vous allez voir qu'il est écrit noir sur blanc. Alors 7, 8, 9, 11, 12, voilà. 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 Alors, montre un petit peu qu'on ait bien le titre. Lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et l'islamophobie. C'est écrit noir sur blanc. Ils donnent des mesures. Est-ce qu'elles sont suffisantes? En tout cas, eux proposent des choses. On peut essayer de demander à Ensemble de nous montrer le point de programme qui indique aussi clairement qu'il faut lutter contre ça. Quant au programme du Rassemblement national, c'est bien simple, ils ne peuvent pas dire ça, puisque le programme du Rassemblement national, difficile d'accès en ce moment sur leur site. Bref, oui. Le programme du Rassemblement national, donc c'est pour ça en fait il faut le lire en dehors des périodes d'élection, parce que pendant les périodes d'élection, il a tendance à disparaître. C'est intéressant. Le programme du Rassemblement national, il a une constante. Il y a plein de choses sur lesquelles il est très inconstant, mais il a une constante, c'est de séparer les Français en fonction de leurs origines. Et c'est dedans, c'est régulièrement dedans. Donc, voilà, on emmerde le nouveau Front populaire qui est le seul à avoir pris un engagement clair et ferme. Alors, certes, ils peuvent mentir, mais au moins dans leur programme, ça apparaît. Il y a de la lutte contre les discriminations apparaît. Ce qui n'est quand même pas le cas pas aussi clairement le cas des autres programmes. Donc voilà, je me permets de dire que c'est une ignominie d'à ce point marteler ça à leur sujet sans parler du cas des autres. Alors, ok, que ce soit un sujet de la campagne, bonne chose. Mais dans ce cas-là, il faut traiter tous les candidats à la même enseigne, et il y a beaucoup à dire sur les autres. C'est pas normal qu'on tape autant sur la France insoumise. Encore une fois, il y a eu des mots malheureux, mais... Alors, il y a eu des mots malheureux, et il y a vraiment eu un... Alors, je sais plus lequel... Mais il y a eu un investi par... Ah, il faut pas que j'aille là. Ça, je l'ai partagé. Je sais que je l'ai partagé. Mince, il faut que j'aille. Est-ce que je suis sur mon profil? Oui. Il y a eu un désinvesti par LFI qui s'est fait enlever son investiture parce qu'il a tenu des propos antisémites. Il y a 6 ans. Donc, c'est quand même assez vieux. Ah, je le retrouve pas. Voilà, c'est ça. LFI retire en catastrophe l'investiture à son candidat au législatif Reda Belkadi dans le Loir-et-Cher. Donc on va chercher lui, copier. Pour d'anciens tweets antisémites et homophobes, le NFP se retrouve donc sans candidat alors que LFI était arrivé en première position aux dernières législatives champion. Bah oui, mais quoi faire ? Quoi faire ? Enfin, je veux dire, le mec, il a tenu des propos inacceptables il y a 6 ans. Ok, c'était il y a 6 ans. Mais voilà. Alors, il a publié... Alors, attends. Je cherche son nom et je devrais trouver... Voilà. Donc, on voit qu'il retire l'investiture. Voilà. Donc, le genre de propos...
on est sur vraiment de l'inacceptable. Il y a même pas de débat, quoi. Et Hitler aussi était pro-Israël. J'étais très un peu de juif de Dupin. C'est vraiment non. Voilà. Ça pue du cul, quoi. Il a été débarqué, c'est normal. Donc voilà le communiqué de la France Insoumise qui est là. Est-ce qu'il est lisible? Je sais pas s'il est très lisible. Je vais le mettre en plus grand. Voilà, on va le mettre en plus grand. Ici, là, il est en plus grand. Le comité électoral de la France Insoumise retire immédiatement son investiture à Monsieur Belkadi dans la première circonscription du Loir-et-Cher et saisit le comité de respect des principes pour obtenir son exclusion immédiate. Donc, ben voilà quoi. Alors, ouais, il s'est dit fan d'Alain Soral. Et la réaction donc du candidat, je tiens à présenter mes excuses à toutes celles et ceux qui ont pu être déçus par mes propos passés. Voilà, le gâchis dans une circonscription où la gauche avait toutes ses chances, bah oui. Bah oui, bah oui, mais quoi, voilà quoi, hein, c'est comme ça. Hein. Il y avait guère le choix. Enfin donc voilà, quand même, c'est quand même très étrange. Non, c'est pas. Enfin, c'est clairement une volonté de jeter, de mettre l'opprobre sur la gauche, en dehors des faits. Et alors, puisqu'on parle des faits, une dernière chose avant de passer au sondage. Oui. Donc, Ensemble a mis en place un calculateur pour déterminer un simulateur pour déterminer quel serait l'état de nos retraites si la réforme de la gauche passait. Et donc le Parti socialiste a fait un communiqué officiel, bon je sais pas le plus important, pour dire que c'est un faux. Et effectivement, Libération a passé cela en revue. Alors, donc, ça où est-ce qu'il est le lien tu m'as pas mis le lien, c'est pour ça. Je t'ai pas mis le lien, je t'ai pas mis celui-là. Ah bah je sais pas, je regarde mes liens. L'Union juive française Attends, pour la paix. Je te le remets dans notre conversation. Hop, voilà. Les orientations. Je te l'ai remis dans la conversation, comme ça tu. Ah, j'ai le tweet du Parti socialiste. C'est celui-là que tu voulais montrer? Non, ça c'est un communiqué. Non, mais là c'est surtout l'article de Libération. Si, je l'ai trouvé. C'est bon, je l'ai trouvé. Ah, ok. Pardon. Parce que je te l'avais mis dans la conversation. Voilà. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui n'est. Alors, première chose, c'est qu'ils ont pris un amendement qui datait de décembre dernier. Enfin, non, pas de décembre, du rejet de la réforme des retraites. Enfin oui, donc de décembre, mais d'il y a 2 ans. En plus, ils les lus de travers parce que ils prennent des paliers comme des seuils. Et puis même en prenant ça, il y a des valeurs qui sont étranges, hein, comme vous a montré Chloé. Donc globalement, encore une fois, hein, c'est pas, on peut pas vraiment montrer qu'il ment sciemment. Ça peut être une erreur, mais encore une fois, c'est très bizarre. Voilà, encore une fois, les propos qui tiennent ne sont pas en lien avec la réalité. Ensemble, n'hésite pas à tenir des propos totalement en décalage avec la réalité. Et donc, pour demander de voter pour eux, c'est extrêmement problématique. Là, on en est à un point, donc ils ont exercé le pouvoir avec énormément de violence, donc disent des choses qui ne sont pas en lien avec la réalité, y compris pour attaquer leurs adversaires. Et en plus, ils rejettent toutes les personnes qui ne votent pas pour eux pour être des gens irresponsables, voire des antidémocrates. C'est quand même extrêmement problématique. Et ça, c'est en dehors du projet qu'ils portent. C'est la façon d'exercer le pouvoir. Mais c'est aussi bien de se poser la question de savoir si la personne qui présente son programme est la bonne personne pour porter son programme. Et donc là, déjà, au-delà de savoir si le programme porté par Ensemble est bon, je pense que là, on peut sérieusement se poser la question de savoir si les membres d'Ensemble sont les personnes adaptées à porter leur programme. Non, Voilà. Donc ce sont des éléments.
voilà, ce sont des éléments factuels qu'on voulait vous transmettre, voilà, qui seront dans la rediffusion, enfin dans la fiche de la rediffusion, parce que ça va être important pour aider au report des voix, parce que c'est la partie qui va être très importante, c'est le passage au deuxième tour. Et donc on va pouvoir passer au sondage, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Chloé. A priori non, on est pas mal là. On est pas mal, et donc vous êtes tous là pour ça, et nous aussi. Parlons un petit peu des sondages. Alors je vais commencer à partager les courbes, mais je dois tenir un propos liminaire. Bon. J'ai pu, alors première chose, j'ai pu récupérer une agrégation des estimations d'intention de vote. Alors c'est un peu imparfait, mais c'est pas si mal. Enfin, dans un premier temps, c'était très imparfait, mais en tirant les données les plus sûres, on arrive à avoir cette estimation-là. Ouais. Vous voyez que la participation aux précédentes législatives, en 2022, c'était vers 46%. Là, on peut estimer une participation qui dépasse les 64%. Alors, c'est une estimation. Bon, il y a sans doute des problèmes de méthodologie, donc faut prendre avec des pincettes. Mais tout de même, il apparaît que la participation a des chances de devenir plus importante. Bon, par ailleurs, ça montre que en réalité, les instituts de sondage sont capables, d'une certaine manière, d'évaluer le taux de participation. Donc, c'est quand même dommage qu'ils ne le fassent pas plus. Et vous allez voir que ce taux de participation nous permet de tirer des éléments d'analyse intéressants. Même si on manque quand même un peu de données et qu'il est possible qu'on soit, du coup, qu'on ait un plus qu'un peu, parce que constatez que donc nous avons la participation aux précédentes élections et une estimation de la participation depuis le mois de juin. Et là, pas d'estimation. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais malgré tout, on peut quand même tirer quelques enseignements. On va en reparler sur l'analyse des corrélations. Donc j'y reviens. En tout cas là déjà, un élément important, c'est que visiblement on se dirige vers des taux de participation aux législatives qui étaient ceux des années 80, voire un petit peu dans les années 90. On en avait parlé dans la revue de presse des Chapoules. Tout à fait. Participation. On avait regardé quelques sondages et donc voilà, ça se confirme. Ça se confirme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En l'occurrence, par rapport à la situation actuelle. Puisque bon, d'habitude, on ne fait jamais la leçon, enfin en tout cas en ce qui me concerne, aux abstentionnistes, car il peut y avoir de vraies raisons de s'abstenir, enfin de vraies raisons politiques. Voilà, en tout cas, c'est pas plus idiot, bien au contraire, de s'abstenir pour des raisons politiques que de voter pour tel ou tel parti, parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça. Mais là, en l'occurrence, vu le cas particulier, la participation est importante. Donc voilà. Donc les instituts de sondage ont tendance à pas mesurer la même chose. Déjà parce qu'ils savaient pas bien qui allait se présenter, mais le problème c'est qu'on a eu très peu de temps dans la campagne, donc peu de temps pour adapter ça. En plus, il y a eu l'affaire Éric Ciotti qui a concrètement rejoint le Rassemblement national. Des fois, il est testé avec le Rassemblement national, des fois pas. Et puis, à partir du moment où il y a eu l'affaire Éric Ciotti, l'UDI a instantanément mis fin à l'union électorale que l'UDI avait avec les Républicains pour rejoindre ensemble. Donc, voilà, ça posait problème. Je n'avais pas toujours les mêmes mesures. Donc, il a fallu faire quelque chose. Et donc, voici le choix qui était le plus cohérent, donc qui est celui sélectionné, et les conséquences qu'il a. Donc, le cas de l'UDI. Bon, alors le cas de l'UDI, il se trouve que l'analyse statistique montre que lorsque l'UDI rejoint l'Alliance Ensemble, on ne voit pas de changement significatif sur Ensemble, donc je fais comme ça.
Voilà, ok, j'ai considéré que c'était une part négligeable. Ils vont pas apprécier que je dise ça. Il se trouve que statistiquement, ça n'avait pas d'impact, donc bah ok, très bien. Il y aura quelques barons de l'UDI qui parviendront à conserver leur siège, et puis et pour cette fois-ci, ils seront avec ensemble plutôt que d'être dans l'union du centre et de la droite. Très bien. Concernant les Républicains, alors, lorsqu'Éric Ciotti, les amis d'Éric Ciotti sont testés indépendamment du Rassemblement national, je les ai agrégés au Rassemblement national. Et les Républicains, je les ai agrégés à divers droites, parce que parfois ils sont testés avec divers droites, parfois pas. Et c'est vrai qu'en fait, vu l'étiage maintenant des Républicains, bon, c'est le parti le plus important de divers droites, mais c'est consistant de les mettre dans divers droites. Et de toute façon, des fois j'ai divers droites, des fois j'ai les Républicains et divers droites. Donc voilà, il faut faire un choix. Donc, avant la scission, je divise le score par 2. Je mets la moitié dans divers droite, la moitié dans le Rassemblement national. Et ensuite, lorsqu'ils sont testés indépendamment, j'additionne les scores de divers droites et des Républicains. Et lorsqu'ils sont testés indépendamment, j'additionne les scores des amis d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national. Ceci a pour effet de surestimer le vote pour divers droites et le vote pour le Rassemblement national. Ces deux votes-là sont intrinsèquement désormais surestimés dans ce modèle, dans le modèle que je vous montre en ce moment. C'est une chose à prendre en compte. L'objectif, c'était de voir les tendances, et de toute façon, c'était le choix le plus cohérent. Et cette surestimation, elle peut facilement être de 2 points, voire 4. Voilà. Voilà, donc prenez-le en compte. Ça, ce sera un peu la surprise dimanche soir. Ça va être un peu la surprise du chef. Voilà, c'est ça les choix que j'ai dû faire. L'objectif, c'était de voir les tendances. Alors, ça cache une tendance qu'on avait très bien mis en avant au moment des faits. Donc, comme on l'a très bien mise en avant, que il y a la vidéo que j'ai mis en ligne qui en parle. Donc, le phénomène a été mis en avant. C'est pas la peine de le remettre en avant. Mais on a très clairement vu que la scission effectuée par Éric Ciotti a fait partir la branche qui était vraiment en lien avec le Rassemblement national, qui suivait la même progression vers le Rassemblement national. Et du coup, maintenant, les Républicains, il ne reste que la branche qui est beaucoup plus indépendante du Rassemblement national. Donc, même si vous n'aimez pas la droite, c'est très important que la sensibilité de droite est un débouché politique. Une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de violence, c'est aussi parce que Emmanuel Macron a cherché à réduire les débouchés politiques. Il a cherché à éliminer la sensibilité de droite, il a cherché à diaboliser la gauche pour qu'on n'y en ait plus, il a cherché à réduire les débouchés politiques pour qu'il n'y ait plus que lui et le Rassemblement national. Et ça a provoqué énormément de violence. Donc il est important que toutes les sensibilités puissent avoir un débouché politique démocratique. C'est pour ça que on a un problème avec l'extrême droite, qui par essence n'est pas démocratique. Mais en tout cas, toutes les autres, c'est important qu'elles existent. Donc là, les Républicains sont maintenant détachés de la partie, en fait, finalement, la plus antidémocratique. Donc il va falloir qu'ils reconstruisent. Enfin, ça veut dire qu'ils vont avoir quelque chose pour reconstruire. Clairement, pour cette élection, ça va être très compliqué pour eux, mais au moins, ils auront une base pour reconstruire. Bon, il faudra qu'ils évitent de s'abîmer dans leur Rassemblement national pendant la législature qui va s'ouvrir. C'est un autre problème. Mais en tout cas, s'ils évitent de s'abîmer dedans, ils auront un moyen de se reconstruire. Et c'est important qu'ils se reconstruisent. Voilà, ça c'était les limites du modèle. Maintenant que nous avons bien les limites du modèle, pourquoi j'ai dû faire ça? Voilà ce qu'il donne. Donc on voit que en fait la progression du Rassemblement national, elle a vraiment commencé vers fin 2022, début 2023. Et en gros, elle s'est achevée vers août 2023. Et depuis, ils sont plutôt stables. Là, on constate que, alors, il y a cette espèce de bond qui est probablement dû au fait que j'agrège d'un coup les amis d'Éric Ciotti. Mais voilà, ils ont tendance à vraiment se stabiliser. Là, on voit vraiment une claire tendance à la stabilisation. Aux alentours, c'est vrai, de 36%, modulo le fait que le modèle, on sait que de toute façon, le modèle surestime.
Voilà, on ne sait pas à quel point. On sait que de toute façon, le modèle surestime les intentions de vote envers le Rassemblement national. Sachant que le modèle surestime, il est possible que de base, les sondages surestiment légèrement. Oui, oui. On verra dimanche soir ce que ça donne, mais là, pour le coup... On va en reparler quand on va parler du nouveau Front populaire. Bon, maintenant, sur ce qu'on appelle un peu à tort, les petits partis, bon, il y a divers droites entraînés par les Républicains qui atteint péniblement les 10%, mais voilà, qui a dépassé les 5%. Tous les autres, ils sont vraiment en dessous. On est dans des étiages où il n'y a plus moyen de dire grand chose, ça n'est plus significatif. Voilà, je suis désolé pour eux, mais on va pas pouvoir dire grand chose à part que ils sont très bas et que a priori ils n'auront pas de siège. Ce qui donnera une composition s'il y a par exemple quelques barons du centre, sans doute qui vont garder leur siège, très bien, mais voilà, ça va être très très marginal, ce qui va donner une composition de l'Assemblée nationale plus facile à comprendre. Donc voilà, du coup, ce qui nous ramène aux trois partis qui rassemblent le plus d'intentions de vote. Concernant Ensemble, alors vous voyez là, il y a une espèce de dynamique très importante, mais alors ça peut être un effet de surestimation dans les sondages, encore, c'est pas très sûr. Le mettre en grand pour qu'on voit mieux, voilà. Alors, et moi je veux mettre aussi en plus grand. Hop, là, je zoome vraiment sur Ensemble. Alors, un autre problème, vous voyez, c'est que on a un gros trou dans les sondages. Et ça provoque un effet de relaxation sur mon modèle. En fait, vraiment, pour bien faire, on aura besoin de plus de sondages. Donc c'est pour ça que je suis quand même pas d'accord avec les gens qui disent qu'il y a trop de sondages. Au contraire, moi je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez. Le problème, c'est que les gens savent pas lire les sondages. Mais c'est important qu'il y ait beaucoup de sondages et faits par des instituts différents. Ça réduit les erreurs de mesure. Là, en l'occurrence, voilà, on a un gros trou. Et ça provoque cet effet de relaxation. Il est très peu probable que les intentions de vote envers Ensemble soient descendues aux alentours de 16%. Ce qui veut dire que cet effet-là, où on a l'impression qu'ils sont en progression, en fait, ils sont plus probablement en train de se stabiliser, mais tout de même, il semble que d'après les sondages, leur étiage est au-dessus de 20%. Oui, voilà, plutôt au-dessus, et ils ont effectivement progressé. Voilà. Pendant la campagne, ils ont quand même un petit peu progressé. Alors oui, alors peut-être que c'est l'UDI qui les a rejoints, peut-être que ça a joué un peu, hein, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible, mais j'ai pas réussi à mettre ça en évidence d'un point de vue statistique, mais c'est possible, effectivement. J'ai pas assez de données assez claires pour pouvoir le dire. Et enfin, parlons de la France insoumise, alors qui est la France insoumise, le nouveau Front populaire. Excusez-moi, je voulais dire le nouveau Front populaire. Oui, donc là, on a déjà expliqué, on a fait beaucoup de live pendant la présidentielle et la France insoumise était en rouge. Et donc, voilà. Il a eu l'habitude de dire France insoumise avec le trait rouge. Il n'a pas changé de couleur et donc maintenant il se trompe. Voilà, je suis désolé. Le nouveau Front populaire est encore dans une dynamique qui commence à devenir un peu moins forte, mais qui est quand même dans une dynamique. Tu nous l'agrandis ? Je vous l'agrandis. Hop, là, voilà. Voilà, une dynamique à l'ascension. Hop. Donc, voilà, c'est pour le nouveau Front populaire, il y a quand même une dynamique assez claire au niveau des sondages. Et par ailleurs, il y a de bonnes chances que les intentions de vote envers le nouveau Front populaire soient sous-estimées. On n'en a pas la certitude. On n'en a pas la certitude, mais on sait qu'ils ont des gros problèmes à estimer le vote du Front populaire, notamment parce que l'abstention change beaucoup de choses, mais on n'arrive pas, enfin on va parler des corrélations après, on n'arrive pas à mettre en évidence vraiment que l'abstention favorise énormément le nouveau Front populaire. Là je spoil un peu.
Si, en fait, il y a un petit changement avec Il y a un les sondages changement. que j'ai Il y agrégés. a un changement. Non, mais avec les sondages que j'ai agrégés, on peut aller un peu plus loin. Ah, on peut aller un peu plus loin avec les derniers. Ah, cool. Ouais. T'es pas, voilà, un petit Parce peu que, plus loin. voilà, tout à l'heure, on était là. Ah, c'est pas la mise en évidence, elle est pas top. Peut-être qu'on manque de données, peut-être qu'on se trompe. Voilà. Bon, visiblement, peut-être plus qu'on manquait de données. Oui. Alors. Enfin, bon, de toute façon, on avait mis, puis on vous en a parlé régulièrement, on avait mis en évidence que le vote pour, cette fois-ci, je ne me trompe pas, la France insoumise était sous-estimé. Et alors voilà, on peut pas avoir la certitude sur le nouveau Front populaire, mais on a des éléments qui tendent à nous dire que le vote pour le nouveau Front populaire tend à subir le même effet que celui pour la France insoumise. Donc il y a des chances que le vote pour le nouveau Front populaire soit sous-estimé. Autrement dit, il est probable que le nouveau Front populaire et le Rassemblement national soient finalement relativement proches l'un de l'autre. Voilà, malgré l'écart qu'on voit, on s'attend à un écart bien moindre dimanche soir, si vous voulez. Ou autrement dit, c'est probable. Là, l'écart qu'on donne, c'est probablement le plus grand écart qu'on a des chances de voir par rapport à dimanche. Maintenant, une autre limite à donner, à indiquer, c'est que là, ce sont des sondages nationaux. Donc, on demande aux gens pour quelle liste ils veulent voter en général. Mais les législatives, c'est une série de scrutins. Et ça va changer la donne parce que ça va, en fonction des endroits, il n'y aura pas les mêmes deuxièmes tours. Est-ce qu'il y aura des triangulaires? Voilà, ça a pour effet que le résultat des votes aux législatives ne rend pas exactement compte du résultat de la tendance nationale de l'opinion. Parce que donc il y a tous ces effets de scrutins locaux. Donc ça aussi, ça va avoir pour effet de changer quand même la donne par rapport aux résultats. C'est pour ça d'ailleurs que les sondeurs prévoient des élus divers droite, divers gauche, etc. Alors que évidemment le modèle, si on s'en tient au modèle, mais l'élection n'est pas nationale, c'est une quantité de scrutins locaux. Ben si on s'en tient au modèle, il n'y aurait pas d'élus. Mais dans les faits, il y a des circos qui sont des bastions de tel ou tel député depuis des plombs. Typiquement Charles de Courson qui est divers droite. Voilà. Charles de Courson, il sera probablement... Il sera probablement réélu, alors que les divers droite, ils sont dans les choux. Voilà. Et on peut aussi dire, enfin je sais pas comment est-ce qu'ils seront calculés Corbière, Garrido et Simonet, mais pour moi ils sont divers gauche. Voilà, bon bah s'ils sont divers gauche, donc les divers gauche, mais ces trois-là, ils seront probablement réélus aussi. Voilà. Donc ouais, ça va donner un effet de proxy, comme on dit. Enfin voilà, il va y avoir un décalage entre les résultats de l'élection et l'état de l'opinion publique national. Et c'est un effet normal du mode de scrutin. Donc ça aussi, ça va changer un petit peu les choses. Toujours est-il que visiblement, il y aura beaucoup de second tour avec le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, avec potentiellement régulièrement des candidats ensemble. Et là, clairement, la question, c'est comment vont se faire les reports. Est-ce que les électeurs vont décider de faire barrage au Rassemblement national ou de faire barrage à la gauche? Il y a l'extrême droite ou la gauche. Il y a Jean dans le chat, j'ai hâte de voir les contorsions des macronistes dimanche, qu'ils appellent à voter NFP ou pas. Dans tous les cas, ça va être rigolo. Oui, mais en fait... Ils sont partis sur du nini. Hein. Voilà, c'est vraiment l'inconnu. Voilà. Les chances qu'on les voit déclarer de partout, pas une voix pour le Rassemblement national, semblent quand même assez faibles. Ouais, malheureusement. Donc... Voilà. Alors qu'à la limite, dans leur situation, pas une voix pour le Rassemblement national, c'est la chose à faire, s'ils veulent pas appeler à voter pour le nouveau Front populaire. Ouais, mais bon. Mais ça va permettre de clarifier leur position, hein. Parce que ils prétendent que les masques tombent ou quoi, alors on sait pas trop pourquoi les masques tombent au niveau de la gauche, qui est assez constante. On sait pas trop où les masques tombent concernant le Rassemblement national, vu que ils changent de programme à peu près tous les 2 jours. C'est difficile de dire que les masques tombent. À part que
on fait le tri entre les vrais Français et les faux Français, mais sinon, c'est pas clair. Mais par contre, ouais, ça va leur permettre de clarifier un petit peu. Est-ce que vraiment ils font barrage au Rassemblement national? Est-ce que vraiment, comme ils nous le prétendent depuis 2017, leur premier engagement, c'est de bloquer l'extrême droite. On va le voir. C'est vraiment l'inconnu. C'est pour ça qu'on a voulu vous donner des éléments factuels pour l'entre-deux tours. Il va falloir essayer de faire comprendre que il y a beaucoup de fausses informations, de désinformation qui a circulé, et ça, c'est extrêmement problématique, et ça va avoir un effet très fort sur le deuxième tour. Alors attends, je t'ai retrouvé le tweet du Macron. Je vais me mettre là, et je vais mettre mon Firefox, et je te lis ça. Donc Pierre Fournier nous dit « Le nombre de triangulaires devrait être assez élevé lors de ces élections. Dans le cas où le candidat RN arriverait en tête, il faudrait très sérieusement que le nouveau Front populaire retire son candidat, même s'il est arrivé second, au profit du candidat Ensemble, s'ils veulent défaire la défaite du RN. » Donc ils sont carrément en train d'appeler les candidats du nouveau Front populaire à se retirer s'ils arrivent second et que Ensemble est troisième. Genre, si le candidat nouveau Front populaire fait genre, je sais pas, 26% des voix, que celui du RN fait 27% des voix et que celui des macronistes fait 13% des inscrits à peine, et qu'on se retrouve, je sais pas, avec 16% des voix ou quoi, et ben ils appelleront quand même, enfin dans le cas triangulaire, voilà. C'est hallucinant de, comment dire, je sais pas quoi dire, quoi. Voilà. Et donc voilà. Leur idée, c'est le candidat Ensemble aura beaucoup plus de chances de battre le candidat RN au second tour, même si celui-ci est arrivé en troisième. Le NFP est le meilleur adversaire pour le RN au second tour. Non mais enfin. Voilà. Donc là maintenant ils sont en train d'expliquer que leur électorat est irresponsable. Donc voilà, il faut voter pour eux parce que de toute façon, on peut pas faire confiance à leur électorat pour faire barrage. C'est très très charmant. Bon. C'est encore une violence. Voilà. On est très bien. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder les corrélations. Alors, j'hésite. Est-ce qu'on regarde si mon joli tableau avec des couleurs fonctionne ou on n'essaye même pas et je passe directement sur le tableur? Non, mais pas sur le tableur parce que vraiment, c'est trop difficile à lire ton joli tableau. À un moment donné, on aura le temps, il reverra son programme, etc. et on pourra agrandir. Et ce sera magnifique. Il y a du travail à faire sur le logiciel. Il y a à peu près 3 mois de travail à faire, plus en prenant en compte une nouvelle version du logiciel et la réalisation et l'écriture et la soumission de l'article scientifique. Voilà. Il y a à peu près 3 mois de travail à faire. Il va falloir vraiment que je le fasse. Bon, en attendant, est-ce qu'il faut que j'agrandisse encore un petit peu? Je pense. Je zoom, on passe à 150%. Ah non, je suis déjà à 150%. Alors je passe à 200%. Je passe à 200. Voilà. Hop. Ce sera un peu plus lisible. Voilà, c'est pas mal. Bon, écoute, pour que ce soit encore plus carrément en plein écran. Voilà. C'est ça. Tac. Très bien. Donc, regardons un petit peu les corrélations. Il y a des choses intéressantes. Alors, déjà, on va parler de la participation. Donc, on a peu de données, mais on en a un petit peu suffisamment pour commencer à avoir des éléments significatifs. Je vais partir par le bas. Bon, alors avec autre, on a une valeur P de 81,05%. Ça sert à rien d'en parler. Voilà. Concernant le parti Reconquête, nous avons une corrélation négative de moins 70,04% pour une valeur P de 1,12%, donc c'est sûr. Donc voilà, une forte participation défavorise Reconquête. Clairement. La valeur P de 60%, c'est pas la peine d'en parler. Concernant le Rassemblement national, hop. On va faire en sorte que tout bien. Hop.
Concernant le Rassemblement national, nous avons une corrélation positive avec la participation de 87,81% pour une valeur P de 0,02%, donc vraiment très faible. De toute évidence, une forte participation, maintenant, là, favorise le Rassemblement national. Là, bon, 80,35% pour la valeur P, c'est pas la peine d'en parler. Concernant Ensemble, nous avons une corrélation négative de moins 74,81% pour une valeur P de 0,51%, donc faible, vraiment faible. Donc, de toute évidence, une forte participation défavorise Ensemble. Je vais vous donner une conclusion générale après. Là, 38%, c'est pas la peine. Divers écologie, bon, oui, alors ces deux-là, on en parlera juste derrière. Bon, ils sont dans des tout petits étiages, donc c'est difficile d'avoir quelque chose de très significatif. Concernant le vote d'extrême gauche, voilà, la valeur P est de 55,71%, c'est pas la peine d'en parler. Concernant le nouveau Front populaire, on a une corrélation positive de 57,84% et une valeur P de 4,88%, donc on est en dessous des 5% qui nous servent en général de seuil pour dire que c'est significatif quand on parle de sondage. Alors je veux pas me gentil. L'analyse qu'on fait, on l'a fait à partir d'une analyse statistique. On est toujours susceptible d'avoir un biais, mais on la limite au maximum. C'est vrai que d'habitude, dans ce genre de live, on donne vraiment pas du tout de conseils sur le vote, si ce n'est que comme l'extrême droite montée, me rappelant qu'historiquement le problème avec la montée de l'extrême droite, c'était, enfin bon, il y a le problème de ces militants qui sèment la terreur et des choses de genre, mais c'est aussi des gens qui avaient le moyen de parler qui en parlaient pas. Donc je m'étais permis juste de signaler qu'il y avait des éléments factuels qui seront une fois encore dans les liens de la rediffusion, indiquant que le Rassemblement national est d'extrême droite et que Reconquête est un parti néo-fasciste. Je m'étais juste permis ça, puis après, par ailleurs, je donnais une analyse vraiment très neutre. C'était volontaire, l'objectif c'était d'aider à lire les sondages. Là, étant donné la situation particulière, quand on voit les sondages, on se rend compte que si on veut éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir, on n'a pas le choix. C'est assez. Il y a un petit côté un peu paradoxal de voter. Je suis d'accord, de voter pour le parti unique pour pouvoir conserver la démocratie. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Là, on va essayer de voter de telle sorte que ces circonstances exceptionnelles ne se reproduisent pas. Mais c'est vrai que pour ces élections législatives, pour le coup, on s'est déclaré favorable au nouveau Front populaire. D'ailleurs, Chloé et moi sommes signataires de la déclaration du stream populaire, donc qui appelle à voter contre l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite à voter pour le nouveau Front populaire. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Situation exceptionnelle. Mais néanmoins, l'analyse statistique vraiment est faite de manière très voilà, on a gardé la même rigueur dessus. Donc, concernant le nouveau Front populaire, on a une corrélation positive avec la participation de 57,84% pour une valeur P de 4,88%. Elle est un peu élevée, mais elle est moins élevée que tout à l'heure, effectivement. Voilà, donc là, d'après nos critères, on peut en parler. Bon, effectivement, il semble qu'une participation importante favorise un petit peu, beaucoup moins que pour le Rassemblement national, mais un petit peu quand même, le nouveau Front populaire. Alors, autrement dit, ce qu'on voit, c'est que plus la participation est forte, plus les gens vont voter contre Ensemble. Et ça favorise les deux partis qui apparaissent capables de mettre Ensemble dehors, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Et comme le Rassemblement national est plus haut que le nouveau Front populaire, il a plus de chances de mettre fin à la gouvernance d'Ensemble. C'est un élément de plus qui montre qu'il y a un ras-le-bol très fort envers Ensemble. Voilà.
Donc voilà, ça nous permet d'avoir une analyse un peu plus propre, voilà, de discuter un petit peu de la participation, c'est une bonne chose. Maintenant, pour les corrélations, on va partir de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi, volontairement, je vais parler du nouveau populaire en dernier. Concernant Reconquête. Alors, Reconquête, nous avons ces deux éléments qui sont significatifs. On a une corrélation négative de moins 51,42% et une valeur P de 0,13% concernant donc la corrélation avec le Rassemblement national, et une corrélation négative de moins 44,09% pour une valeur P de 0,71% avec divers droites. Donc ça, c'est nouveau. Hein. Avant la trahison de Marion Maréchal, il n'y avait pas ces corrélations. Il n'y avait pas de corrélation significative vis-à-vis de Reconquête. Donc Marion Maréchal est visiblement partie avec des électeurs de Reconquête auprès du Rassemblement national, donc a amené des électeurs de Reconquête au Rassemblement national, et une partie de l'électorat voyant que Reconquête était finalement très mal en point, visiblement ils sont repartis vers les Républicains. Voilà les corrélations concernant le Rassemblement national. Alors, l'Union pour la France, j'en parle pas parce qu'ils ont renoncé à présenter des candidats. Donc, c'est pas la peine de passer du temps à discuter sur des vieilles données dont on a déjà parlé. Donc, concernant le Rassemblement national, nous avons la corrélation négative avec Reconquête dont nous venons de parler. Sinon, nous avons toujours cette corrélation extrêmement forte. Alors, tu peux baisser, mais on est toujours aux alentours de moins 80%. Bon, là, cette fois-ci, c'est moins 79,57% pour une valeur P de 0%. Voilà, ça se confirme à chaque fois. Visiblement, ensemble, fait monter le vote pour le Rassemblement national. C'est un élément de plus. On peut pas exactement détailler comment, enfin le mécanisme dans ses détails. Mais on voit cette corrélation qui se répète. On l'a déjà dit, elle se répète. C'est la première corrélation qui apparaît clairement quand on fait les statistiques sur un nouveau jeu de données. Bon. Voilà, et c'est très fort hein, quand même. Environ 80%, enfin environ moins 80%, c'est quand même extrêmement fort. Et une valeur P indiscernable de 0, c'est extrêmement significatif. Et bon, ouais, non mais ça, j'en parlerai avec le nouveau Front populaire. Donc concernant l'ensemble, donc nous avons parlé de Reconquête, du Rassemblement national. Et sinon, on voit que il y a pas de corrélation significative. Si on en a parlé avec la participation, mais sinon avec les partis, il n'y a pas d'autres corrélations significatives. Donc voilà, vraiment, il y a cet effet de favoriser le vote pour le Rassemblement national. Et en fait, voilà, même vis-à-vis de divers droites, ils sont détachés. Bon là, il y a rien de significatif, donc on va pas en parler. Divers écologie, il y a juste un truc significatif, mais j'en reparle après. Divers gauche, pareil, il y a juste un truc significatif, mais j'en reparle après. Donc parlons. L'extrême gauche, ils sont à des étiages très très faibles, il y a rien de significatif. Si ce n'est qu'ils suivent la même direction que le. Oui, non, mais ça, j'en parle avec le nouveau Front populaire. Donc le nouveau Front populaire a une corrélation négative de moins 35,11%. Bon, c'est pas très élevé, hein, mais un petit peu. Et pour une valeur P de 3,58%, donc ça a un petit peu de sens quand même. Mais surtout, il y a une corrélation négative avec divers gauche de moins 71,45% pour une valeur P nulle. Donc c'est fort, et la valeur P est vraiment, indiscernable de 0, donc c'est vraiment significatif. Et pareil, on a une corrélation négative avec divers écologie de moins 54,03% pour une valeur P de 8,60%. Donc il ne faut pas trop en discuter, mais là, ces trois éléments-là tendent quand même à dire que, effectivement, le nouveau Front populaire tend à agréger à lui
y compris à agrégé à lui, le vote de gauche. Sauf le vote oui, y compris le vote d'extrême gauche un tout petit peu. Donc ça, c'est probablement l'effet Poutou, si on veut. Le fait que le NPA a rejoint le nouveau Front populaire a probablement un petit effet aussi sur l'électorat trotskiste, concrètement. Et le truc que j'évite depuis tout à l'heure, là, cette corrélation négative, moins 73,84% de corrélation négative avec Reconquête, c'est énorme pour une valeur P indiscernable de 0. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Alors, on pourrait rêver que le nouveau Front populaire fait baisser le vote littéralement néofasciste. On pourrait rêver que c'est ça. Ça pourrait vouloir dire ça. Voilà. Et on aimerait bien que ça veuille dire ça. On aimerait bien. Mais bon, j'ai plus creusé. Honnêtement, ça aurait été le Rassemblement national qui, pour lequel la sociologie est quand même la sociologie du vote est quand même plus proche de celle du nouveau Front populaire. J'aurais quand même plus hésité. Là, c'est vrai que la sociologie du vote est quand même très différente. C'est très étonnant. Et ce serait également étonnant que le nouveau Front populaire fasse baisser comme ça le vote Reconquête sans faire baisser le vote RN. Voilà. Sans corrélation avec le vote pour le Rassemblement national, il y a effectivement pas de corrélation. On voit la VRP est beaucoup trop haute, puis en plus le niveau de corrélation est trop faible. Donc voilà, juste Reconquête, c'est étonnant. Donc l'explication qui apparaît la plus raisonnable, c'est que Reconquête, voilà, on l'a dit, ils sont en train de perdre des électeurs avec la droite et le Rassemblement national. Donc ça provoque une tendance à la baisse assez importante pour Reconquête. Or, le nouveau Front populaire est dans une tendance à la hausse assez importante. Donc il se trouve que par hasard, en même temps, les uns montent pendant que les autres baissent. Et donc, comme on vous le disait, corrélation n'est pas causalité. Il se trouve que voilà, le plus probable, c'est que dans les mouvements actuels, ces deux partis-là ont des tendances opposées, mais pour des raisons différentes. Et si les législatives avaient lieu en septembre et qu'on avait de quoi avoir des données jusqu'en septembre, probablement cette corrélation disparaîtrait. Donc non, Jean, c'est pas une erreur statistique. C'est juste que, une fois de plus, corrélation n'est pas causalité. Probablement, voilà, c'est deux événements qui se trouvent avoir lieu en même temps, et comme ils se trouvent avoir lieu en même temps, du coup ils sont corrélés, mais c'est pas pour autant qu'ils ont lieu, qu'ils sont dans une relation de causalité. Voilà. Et c'est bien dommage, parce que vraiment, s'il y avait une vraie relation de causalité, ça voudrait dire que le nouveau Front populaire arrive à faire baisser le vote Zemmour. Voilà. Et ce serait quand même une bonne nouvelle. Ce serait une. Bon, bref, si on est évidemment contre les partis littéralement néofascistes, mais voilà, ce serait bien. Ça voudrait dire qu'on a une piste pour faire baisser l'extrême droite, mais malheureusement, il y a peu de chances que ce soit ça. Voilà, sachant que quand on regarde la sociologie de l'électorat du Rassemblement national, alors le rapport dont on vous a parlé indique que cet électorat a quand même conscience du caractère raciste du programme du Rassemblement national, et c'est pour ça qu'ils votent pour lui en fait. Donc on en avait déjà parlé. Quand on regarde la sociologie, en fait, ce sont des électeurs qui sont résignés. Ils considèrent que les inégalités, concrètement les inégalités du néolibéralisme, sont inéluctables. Donc de toute façon, il va y avoir des perdants. Le seul truc, c'est d'essayer de décider qui va être les perdants et d'essayer de faire en sorte de ne pas faire partie des perdants. Or, effectivement, les deux meilleurs partis, mais Reconquête apparaît comme étant moribond. Donc, le meilleur parti pour faire des catégories de citoyens, c'est effectivement le Rassemblement national. C'est effectivement comme ça qu'il fonctionne. Il fait des catégories, les vrais Français, les faux Français, tout ça. Effectivement, en l'occurrence, le nouveau Front populaire n'entend pas faire de distinction entre les citoyens. Les citoyens ne traitent de la même façon. Alors, donc, on rappelle que là, le Rassemblement national est en train de parler des binationaux qui pourraient être tiraillés entre deux loyautés, je sais pas quoi. Enfin bref, ils enjolivent tout ça.
Et ça veut dire pas de binationaux au gouvernement. Oui. Mais alors pas D'ailleurs, pour le gouvernement, des postes importants, etc. Mais enfin, ces ce qui est- gens-là sont en train d'expliquer à des gens comme Meyer Habib ou autres personnes qui pourraient avoir une double nationalité, donc que ce soit une double nationalité même comme Manuel Valls en Espagne, ou ou avec Israël. ou avec Israël, etc., que ok, t'as la double nationalité franco-israélienne, donc tu ne peux plus être ni ministre ni rien, etc., etc., etc. Ouais. Et c'est un projet qui a donc ce volet vraiment, enfin dans la loi, c'est un volet antisémite en fait, enfin pas que, Voilà, raciste, xénophobe, mais on est dans un truc qui permet de mettre à l'écart toutes les personnes juives qui ont la double nationalité israélienne, autant qu'elles ne renoncent pas à leur double nationalité israélienne. Voilà, sachant que c'est une demande pour le coup du Rassemblement national qui n'est pas nouvelle et qui tire effectivement, enfin quand on fait l'historique, il tire effectivement son origine dans la vision antisémite de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui voyait les Juifs comme un État dans l'État. Donc en fait, quand on était juif, on ne pouvait pas avoir la nationalité française. Voilà. Donc et là, oui, en fait, c'est quelque chose d'assez antisémite. Ah oui, c'est très antisémite. Et encore une fois, voter pour le Rassemblement national pour faire barrage à l'antisémitisme, au mieux, c'est pas très malin. Là aussi, j'ai vu un tweet super intéressant sur le sujet avec des binationaux maghrébins qui ont pu infiltrer Al-Qaïda. Je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver par contre. Oh bah écoute, si tu le retrouves, donne le lien. Jean m'a partagé un thread de François Malocena. Oui, j'ai vu, ouais. Sur on peut le regarder si tu veux. Vas-y, montre-le. Juste moi là. Pour la conclusion par rapport à cette analyse-là, donc voilà, il va falloir faire toute la question là, ça va être comment va avoir lieu le report des voix pour le deuxième tour. C'est pour ça que j'ai essayé de donner des éléments factuels pour essayer de voilà, si vous avez besoin de convaincre des gens qui ont voté pour Ensemble, voilà, vous avez des éléments factuels. Pour l'électorat qui vote actuellement le Rassemblement national, ça va être plus long et ça va nécessiter de les convaincre qu'en fait il y a un espoir, il y a un moyen d'aller à l'encontre des inégalités. Ça va prendre du temps, donc ça va probablement pas être possible de les faire changer sensiblement pour les élections, enfin pour le deuxième tour. Mais on a au moins des éléments pour essayer de convaincre le reste de l'électorat. Alors, donc, du coup, le gars disait qu'à cause du FN, on affaiblit significativement l'espionnage du terrorisme islamique. Alors oui, enfin, on a vu, c'est complètement vrai, hein, mais on a vu la dernière fois qu'on trouvait des proches de Marine Le Pen dans des réunions cheloues, avec notamment l'instigateur de l'attentat, de la meurtrier, enfin de l'assassinat de Samuel Paty. On trouve un indique qui livre des armes à Amélie Koulibaly. Bon, non, c'est chaud, quoi. J'avoue ne pas comprendre cette histoire de binationalité. Il me semble que dans plein de pays c'est la même chose, non? Alors non. En fait, alors il y a quelques pays. Il y a quelques pays qui interdisent la binationalité, mais c'est ouais, dans la majorité des cas c'est tout à fait autorisé la binationalité. C'est les pays qui l'interdisent. Je crois que c'est des pays où on n'a pas forcément envie d'immigrer, on va dire. Ouais, effectivement, je pense qu'en Iran, sauf erreur de ma... Ah si, il y a des franco-iraniens. Bon, par exemple, je suis à peu près sûr qu'en Corée du Nord, on n'a pas le droit d'avoir la binationalité. Mais voilà. Non, la plupart des pays, et notamment la plupart des pays avec lesquels nous nous comparons, acceptent la binationalité. La Chine, la Russie, voilà, bon. Bref. Ouais. L'Allemagne et les Pays-Bas l'interdisent, enfin pas formellement, mais la rendent compliquée. C'est bien possible. L'Allemagne, je connais des binationaux franco-allemands. Ça doit être Ili qui la rendent compliquée, ouais. C'est tout à fait possible. Ouais. Alors, le thread sur la crise de régime. Donc, je vais le lire. En vrai, ce qui se dessine, c'est une crise de régime comme la 5e n'en a jamais connue, qu'elle ne pourra peut-être pas surmonter.
Tiens, j'en reparlerai après. Vas-y. Difficile de savoir ce qu'il va en sortir, mais il faut absolument qu'on y réfléchisse dès maintenant. Pour l'instant, je vois 6 chemins. Déjà, pourquoi une crise de régime? Au terme de ces élections législatives, il y a 2 résultats possibles pour la 17e législature. 1. Soit un bloc obtient la majorité absolue, le nouveau Front populaire, le bloc fasciste ou le bloc de droite LREM plus LR, comme aujourd'hui. Auquel cas, c'est vite vu, c'est à ce bloc de gouverner. Vous savez ce que je pense du cas où le RN l'emporterait, mais ce n'est pas ce que je veux explorer ici, donc passons. Soit aucun bloc n'a la majorité absolue. Par exemple, si chaque bloc fait grosso modo 180-190 députés chacun. Et alors dans ce cas, qu'arrive-t-il? Première possibilité, c'est que le RN arrive en première place, Macron appelle un gouvernement RN et les macronistes votent avec eux, ou alors s'abstiennent sur les motions de censure suite au 49.3, ce qui revient au même, éventuellement en tempérant leurs mesures. Bon, ce serait grosso modo comme si le RN l'avait emporté. Bardella a écarté cette option et je comprends parfaitement pourquoi, parce que je pense qu'il faut absolument que nous l'écartions aussi. La seconde, c'est la même chose, mais avec le nouveau Front populaire. On est devant sans majorité absolue. Macron appelle un gouvernement nouveau Front populaire et les macronistes votent avec nous ou s'abstiennent sur les motions suite au 49.3. À mon sens, ça serait une erreur politique terrible de notre part que d'accepter cette situation. D'une part parce que le programme du nouveau Front populaire ne peut pas souffrir d'être amoindri par le bloc de droite. On ne fait pas de demi-rupture, il faut l'appliquer en entier. Et surtout parce que le gouverner main dans la main avec les macronistes, plus encore pour un programme appliqué mollement, ça ferait du RN l'opposition pour 2027. Si Macron appelle le nouveau Front populaire au gouvernement, pour éviter ce piège, il nous faudra demander absolument la confiance lors de l'investiture, spécifiquement pour ne pas l'avoir. En plus, on a critiqué Borne et Attal pour ne pas l'avoir demandé. Par ailleurs, il faudra absolument le faire en disant en amont qu'on veut la confiance de la majorité absolue des députés, alors que la Constitution ne l'exige pas. Troisième possibilité, Macron appelle un macroniste à Matignon qui forme un gouvernement d'union nationale avec le RN ou gouverne avec leur soutien sans participation. Je n'y crois pas une seule seconde, mais s'ils le font, alors on gagnera en 2027. Quatrième possibilité, même chose mais avec le NFP. Macron appelle un macroniste à Matignon qui forme un gouvernement d'union nationale avec le nouveau Front populaire ou gouverne avec le soutien sans participation du nouveau Front populaire ou d'une partie du NFP. J'y crois pas trop non plus, mais ce serait exactement la même erreur que celle que j'ai racontée en B et ça aboutirait à la victoire du RN en 2027. Cinquième possibilité, aucun gouvernement ne tient, chaque nouveau gouvernement d'un bloc est censuré par les votes des 2 autres blocs. Cette cinquième possibilité m'apparaît de très loin la plus probable. Je dois avouer que personnellement, à moi aussi, aucun des 2 autres blocs ne peut être vu en train de copiner avec le bloc macroniste devenu pestiféré. Au passage, dans un régime parlementaire bien foutu, tout ça est empêché par le duo engagement de responsabilité qui ne peut être battu que par une mention de censure constructive, ce qui crée une dynamique totalement différente de la coalisation plutôt que de la polarisation. Comment on se sort d'une telle situation? Normalement, par une dissolution. Tada! Mais voilà, mais le truc c'est que pendant 1 an, là, il peut plus dissoudre Macron. Voilà, pendant 1 an, on peut plus. Voilà, le texte indique clairement, le texte de loi indique clairement que pendant 1 an, on ne peut plus faire de dissolution après avoir dissous. La dissolution est faite pour ça, pour quand les institutions sont bloquées, pas pour quand on a pris une tarte à une élection sans rapport. Dans un régime parlementaire normal, on peut dissoudre autant qu'on veut pour, à chaque fois que ça bloque, dire au peuple, bon là, ça bloque, réessayer, jusqu'à ce que le peuple en ait marre que ça bloque et choisisse une configuration qui ne bloque plus. En France, on ne peut pas dissoudre pendant l'année qui suit une dissolution. Ça date de 1830, où Charles X a tenté de dissoudre une chambre nouvellement élue qui ne lui plaisait pas, et ça s'était terminé en 3 glorieuses, encore empoisonnées par les rois 200 ans après. Voilà. Donc pendant 1 an, jusqu'en juillet 2025, personne ne pourra gouverner. Aucune loi qui passe. Du coup, on en revient aux 6 chemins que j'entrevois. Je ne sais pas dans lequel ordre les mettre tellement on est dans l'exceptionnel. Macron nomme un gouvernement LREM qui est censuré, puis un gouvernement Nouveau Front populaire qui est censuré, puis un gouvernement RN qui est censuré ou dans un autre ordre, puis un gouvernement d'affaires courantes qui ne peut pas faire grand-chose pendant 1 an.
Un an sans loi, c'est chiant, mais c'est pas insurmontable. Seulement 2 choses. D'une part, le budget. Pas de budget en 2025. Bon, à la limite, on peut imaginer des innovations de jurisprudence constitutionnelle, reconduction des crédits qu'on laisse passer, parce qu'en théorie, des circonstances exceptionnelles, ce genre de choses. Mais il y a une question au milieu. Le soutien à l'Ukraine. Est-ce qu'ils s'imaginent, les pauvres, que leur guerre a peut-être été perdue le 9 juin à 21h02 par un gamin colérique qui nous sert de président? D'autre part, après un an de marasme et d'immobilisation, où tout le monde sera responsable du blocage, j'ai très peur du résultat des législatives de 2025. Et s'il est identique, on sera reparti pour une année de blocage de plus. La démission de Macron est une nouvelle présidentielle. Faut noter que, sur le papier, ça ne résoudra rien. En principe, l'élection d'un nouveau président ne permet pas de dissoudre plus tôt. Il faut toujours attendre l'expiration du délai d'1 an. Mais je pense que dans ces circonstances, le Conseil laisserait passer une nouvelle dissolution précoce, si tant est qu'il soit consultable sur le décret de dissolution, ce qui n'est pas du tout certain. La démission forcée par la destitution, s'il y a au moins 348 députés, Nouveau Front Populaire plus RN, et si tous les groupes d'opposition du Sénat, LIRT, RDSE compris, etc., sont OK aussi, Macron pourrait être destitué. J'aurais jamais cru que ça puisse être envisageable de mon vivant. Ce serait un clair détournement de l'article 68 de la Constitution, pensé comme une sanction juridique quasi pénale et non l'exercice d'une responsabilité politique. Mais ce ne serait pas la première fois de notre histoire qu'une réponse juridique serait utilisée en réponse politique. Oui. Non, je croyais que tu avais fini. Non, je croyais aussi, mais en fait, il y en a encore. L'effet serait le même qu'aux deux. Inutile de dire que dans ces 2 cas, on a intérêt à être sacrément prêt pour une présidentielle en septembre. L'article 16. Enfin, on parle de l'article 16. De toute façon, je vais en parler, mais vas-y, j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est les pleins pouvoirs. Je ne sais pas quoi vous dire. Politiquement, on se retrouverait dans une situation où président désavoué 2 fois de suite, dans les urnes en 1 mois, pourrait faire tout ce qu'il veut. Délirant. On pourrait s'interroger sur les 2 conditions juridiques exigées par l'article seront réunies, mais ce serait un débat ridicule puisque même si elles ne l'étaient pas, c'est un pouvoir propre au président et personne ne peut s'y opposer. Je serais personnellement très prudent avant d'hurler au coup d'État. Ça dépendra de l'attitude de Macron. Ma crainte, c'est que beaucoup, les militaires et les policiers notamment, risquent de ne pas avoir cette précaution. On notera qu'il n'est pas du tout évident que le Conseil constitue pourra faire cesser l'article 16. Ma lecture de l'article, c'est que seule la destitution le pourrait, et s'il n'y a pas les 2/3 de députés pour le faire. C'est un peu mort. Puisqu'on en est à explorer les situations cinglées, une démission collective de tous les députés macronistes pour provoquer des partiels où ils ne se représenteraient pas, pour laisser les Français trancher entre Front Populaire et Rassemblement National. J'y crois pas du tout, mais bon. 6. Une révision constitutionnelle, ce qui soulève 2 questions. Laquelle et comment? S'agissant du comment, ça risque fort de devoir se faire par l'article 11, avec tous les milliers de questions que les spécialistes savent que ça soulève. Au chemail, etc. Je ne vais pas détailler ici. Quant à laquelle, si ça se passe par la mise en place d'un vrai processus de construction collective d'une 6ème République, alors je vois 3 choses. 6A, une révision juste pour supprimer l'interdiction de redissoudre, peut-être. J'ai du mal à y croire parce que ça ne résoudra pas la question cruciale. Si la 18e puis la 19e législature, etc. reviennent à l'identique à la 17e, il ne sera toujours pas possible de gouverner. 6B, l'introduction de la motion de censure constructive. C'est ce qui nous manque et que l'Allemagne a, qui fait qu'ils ne sont jamais bloqués comme nous aujourd'hui. Mais là encore, je ne vois pas comment ça passe. Ce mécanisme est nécessaire dans l'absolu, on y arrivera un jour, mais il doit être flanqué de ce qui fait la force des autres régimes parlementaires, une assemblée proportionnelle et une culture politique de coalition et de compromis. Vu la période, ça me paraît impensable d'y arriver, tu m'étonnes. Ce d'autant plus que, dans le contexte actuel, un tel référendum deviendrait un référendum pour, concrètement, permettre à un gouvernement Attal de gouverner intégralement par 49.3 sans majorité. Une révision totale, au contenu imprévisible, la gauche devra alors être préparée à porter ses propositions et à analyser ce qui serait proposé. Et quand je vois qu'on propose de supprimer le 49.3 sans comprendre en quoi il est essentiel à un régime parlementaire qui fonctionne, je suis pas serein sur notre préparation. On a trop longtemps abandonné cette réflexion en se cachant derrière le joker de la constituante. J'ai pas de conclusion, à part qu'on est dans le brouillard complet, mais je veux quand même redire 2 choses.
J'espère que personne à gauche ne se mettra à penser que travailler avec les macronistes pour éviter le blocage est une bonne chose. Ce serait signer notre arène mort. Et enfin, si par miracle on l'emporte, nous avons quelques lois à passer absolument avant toutes les autres. Une réforme des médias, une réforme du mode de scrutin sénatorial, une réforme du financement des partis et des campagnes, et une révision constitutionnelle par l'article 11 pour se calquer sur l'Allemagne, proportionnelle à double voix, motion de censure constructive et engagement de responsabilité. C'est pas sexy, mais ce sera primordial, plus encore que les mesures sociales, ça ne les empêchera pas, hein. Parce que si on ne le fait pas, alors l'extrême droite finira par y arriver. La 5e a tenu grâce à la bipolarisation que générait mécaniquement le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours par circonscription, mais elle a toujours été pourrie de l'intérieur, elle a toujours porté en elle les failles qu'on va peut-être voir dans 2 semaines. C'est terrible que ce soit dans ce contexte-là qu'elle soit dévoilée. Quoi qu'il en soit, une dernière chose est sûre, on se foutrait de la gueule de la Belgique sans gouvernement, on n'aurait peut-être pas dû. Voilà, 7e et 8e voix, et il y a encore un autre trade, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ok. Alors moi j'ai des petites choses à rajouter là-dessus. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut envisager? J'ai l'impression. Alors quand je vous ai dit favoriser la presse écrite et éviter la télévision, il se trouve que pour ma part, je ne regarde effectivement pas la télévision et je favorise la presse écrite. Mais j'ai l'impression que là, à la télévision, il commence à y avoir une sorte de résignation, comme quoi le Rassemblement national va obtenir la majorité absolue. Ça, là, on l'a bien vu hein, sur ce que donnait le modèle, sachant qu'on surestimait le Rassemblement national. Ça voudrait dire que au deuxième tour, le report des voix se fait sur le Rassemblement national. Donc bon. Il y aura un appel à faire barrage à la gauche, à voter pour l'extrême droite pour faire barrage à la gauche. Appel qui serait auquel répondraient les électeurs. Alors pourquoi pas? Ça semble quand même un peu improbable. C'est quand même pas un cas très sûr. Alors après, avec les différents jeux, avec le nini macroniste, que le Rassemblement national atteigne une majorité relative, c'est possible, mais pareil, c'est pas très sûr. Vraiment, c'est pas la première possibilité, clairement pas. Mais avec un bon report des voix, le nouveau Front populaire peut avoir la majorité absolue. Il faut vraiment pas grand chose. Il faut vraiment un bon report des voix. Mais c'est pas impossible. Il faut un super report des voix. Donc, c'est quand même pas très probable. Mais c'est le truc que doit viser le nouveau Front populaire. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il le vise? Parce que ça veut dire qu'il va essayer de convaincre un maximum de gens et donc favoriser son rapport de force. Donc, techniquement, enfin, c'est au moins aussi probable que le fait que le Rassemblement national ait la majorité absolue, en vérité. Et donc, plutôt que se dire ça y est, ils ont une course gagnée, bon, les télévisions, bon voilà, ça y a Bolloré qui a fait des choses et voilà. Du coup, ils sont partis dans cette idée-là. Je pense que c'est pas une bonne chose. Vraiment, il faut tenter parce que même si c'est très difficile, c'est possible. Pour le nouveau Front populaire, il faut qu'il tente la majorité relative absolue. Il peut avoir la majorité relative. Il faut juste un bon report de voix. Pas besoin qu'il soit excellent, mais un bon report de voix. C'est possible. Et si même ça il l'obtient pas, ce sera pas encore un échec. Ce sera toujours pas un échec. Et là, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur rapport de force pour protéger autant que possible nos concitoyens. Voilà, ça, c'est ce que nous permet de dire le modèle. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Donc effectivement, il y a les cas où une majorité absolue se distingue. Bon bah voilà, ce serait dans une configuration de cohabitation. Bien. Si c'est le cas, j'espère que ce sera pas une majorité absolue au Rassemblement national. Une majorité relative suffisante pour avoir une alliance. Finalement, on va se retrouver dans une cohabitation avec un programme. Bah, si c'est une alliance sereine, de toute façon, le programme du Rassemblement national n'est pas clair. Donc,
le programme sera pas plus clair. Mais si jamais c'est le nouveau Front populaire qui fait alliance avec le centre gauche voire le centre droit, bon bah effectivement, ça veut dire que son programme sera un peu moins clair. Bon là, je laisse François Malocena sur son analyse. Honnêtement, je suis pas. En fait, j'ai même pas envie de dire à telle partie, voilà le mieux pour vous pour continuer à exister. C'est un peu leur affaire. Maintenant, le truc le plus probable, en vérité, c'est qu'on se retrouve avec 3 blocs, dont 2 blocs importants, l'extrême droite et la gauche. Donc en fait, une situation ingouvernable. Et effectivement, là, on arrive à un blocage des institutions comme jamais. Ça va être Et là, ça va être la joie. Alors, en fait, il y a plusieurs solutions pour en sortir. Enfin, sauf que celle qui était prévue par les institutions n'est plus possible pendant 1 an, c'est-à-dire la dissolution. Il a déjà dissous, donc on ne peut pas ressoudre pour redissoudre. Donc voilà. Mais par contre, il y a la possibilité, ça ce serait la sortie par le haut, la possibilité de prendre acte du fait que effectivement on est dans une situation ingouvernable. Donc le gouvernement actuel qui est en place, il va gérer les affaires courantes, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de vraies décisions politiques, simplement il gère les affaires courantes, comme ça a été fait pendant 2 ans en Belgique. Après tout, c'est possible. Et puis on réunit une assemblée constituante avec des citoyens, un truc qu'on fait proprement, les citoyens tirés au sort, machin, on fait intervenir des constitutionnalistes. Ces gens finissent par proposer une constitution. Après tout, la constitution de la Cinquième République est une constitution de guerre civile. C'était dans une situation de guerre civile qu'elle a été produite. C'est pas une très bonne constitution. Ça fait longtemps qu'on sait qu'elle mérite d'être changée. Donc voilà, ce serait l'occasion. On fait une belle constituante. On produit de bons débats. On l'a vu avec, les travaux il n'y a pas eu de suite aux travaux, mais n'empêche que l'Assemblée citoyenne sur le changement climatique a donné de très bons résultats. On suit le même modèle pour faire une constituante et on va obtenir un projet de constitution qu'on soumet au vote des Français. Et ça, soit les Français l'acceptent, cette nouvelle constitution, et puis du coup, effectivement, on passe à la 6e République et puis on refait des élections, tout va bien. Soit ils n'acceptent pas, mais dans ce cas-là, 1 an aura passé, redissolution et on recommence. Ça, ce serait la sortie par le haut. Malheureusement, je ne fais pas vraiment confiance à Emmanuel Macron pour choisir cette option. Pourtant, elle serait bonne. Et donc, l'autre option, il a écarté, mais s'il prend pas celle-là, il n'y a plus beaucoup de choix. Et là, c'est ce que disait ingénieur JPP. La tentation, c'est d'utiliser l'article 16, c'est-à-dire que le président de la République demande les pleins pouvoirs. Et là, effectivement, c'est une situation dont on avait parlé avec Chloé. Pour nous, Emmanuel Macron n'a jamais envisagé de faire un coup d'État, un auto-coup d'État, mais il menait les choses de telle sorte de se retrouver à faire un auto-coup d'État sans le vouloir, et en fait, on se rapprocherait de cette situation-là. En gros, voilà. J'espère qu'il ne prendra pas cette option. Maintenant, concrètement, elle existe. Les pleins pouvoirs n'ont pas été prévus pour une telle situation, mais la Cinquième République n'a pas été prévue pour se retrouver dans une telle situation de blocage. Et c'est vraiment, effectivement, la principale, l'option la plus probable au sortir de l'élection, c'est que les institutions soient purement et simplement bloquées. De l'élection. De la crise électorale à la crise... Ah oui, non, parce que la situation, oulala, je suis fatiguée, je sais plus ce que t'as dit, mais t'as dit pour sortir de l'élection, et je pense que tu voulais dire pour sortir de la crise électorale ou de la crise... Pour sortir de la crise, oui, pour sortir de la situation... Normalement, on va en sortir de l'élection, ça va dans quel état? On va être dans un état second. Ah, j'ai retrouvé le tweet sur la Bible nationalisée. Donc voilà, je sais pas si ça rassure vraiment les gens. Oh, on est très rassurant là. Mais effectivement, à regarder des statistiques, à essayer de voir les textes de loi,
il semble qu'on se dirige pas vers une majorité absolue pour le Rassemblement national, mais plus vers un blocage des institutions. Et à partir de là, la question c'est est-ce que le président de la République décide de sortir par le haut ou non? Alors, c'est dommage, ça parle. Ça parle, en fait, j'ai coupé, mais je peux mettre lecture si tu veux écouter ce qu'il dit. Je sais pas, est-ce que c'est un long trade? Non, c'est 1 minute 23 d'audio. Écoutez ce professionnel qui a servi la sécurité de la France au cœur d'un métier essentiel, le renseignement. Il connaît le monde et ses dangers, et il sait que le racisme du RN nous affaiblira au lieu de nous protéger. Donc il faut que je le remette au début. Je ne souhaitais pas m'impliquer dans le débat politique. C'est un domaine qui relève pour moi de la sphère privée. Mais l'annonce d'une mesure envisagée par le Rassemblement national m'a fait ponctuellement changer d'avis. Car il y a un lien avec mon domaine d'expertise, le renseignement. Ainsi donc, le Rassemblement national souhaite interdire certains postes sensibles à nos binationaux. D'abord, et d'une manière certes anecdotique, cela me désole dans mon cas personnel, étant le père de 2 Franco-Canadiens. Je serais attristé qu'ils ne puissent servir la France s'ils choisissaient de le faire dans des secteurs qui leur seraient interdits. Mais peut-être qu'au sein de ce parti, on me dirait alors « Mais voyons, monsieur Mas, les Franco-Canadiens, aucun problème ». Notre mesure concerne essentiellement les Français d'origine maghrébine. Car je ne me fais pas d'illusions, il s'agit d'une mesure populiste et raciste pour flatter une partie de son électorat. Or, au début des années 2000, lorsque le territoire européen a commencé à être frappé par les attentats d'Al-Qaïda, la DGSE a décidé de recruter d'une manière significative des Français d'origine maghrébine, en particulier pour faire du contre-terrorisme et aider à infiltrer les groupes terroristes. Cette mesure a été très efficace. Ces Maghrébins français qui ont fait le choix de servir leur pays à la DGSE ont une horreur absolue du terrorisme islamiste, comme d'ailleurs l'immense majorité des musulmans de France. Cette mesure du rassemblement... Oui, la configuration fait que tu dois pas pouvoir entendre, je suis désolée. Non, il faudrait que je déclenche le son sur le stream, mais alors ça serait incompréhensible pour tout le monde, donc tant pis, c'est pas grave, je crois que je connais ce qu'il a dit. Il explique que des franco algériens, etc. ont infiltré des terroristes. Voilà, on a profité des binationaux pour pouvoir infiltrer les terroristes, et c'était une force, donc à vouloir supprimer les binationaux, on se coupe de cette force-là. Je laisse les 10 secondes qui manquent. Le Rassemblement national populiste et à courte vue, qui ferme ces métiers sensibles à nos binationaux, contribue très concrètement à affaiblir la sécurité de la France. Voilà. Contribue très fermement à affaiblir la sécurité de la France. Voilà. Tiens, il y a Jones qui parle, mais je pense qu'on est un petit peu arrivé au bout de ce qu'on avait à dire. Oui, en gros, oui. Après, tu m'avais redonné les magnifiques piqûres de rappel. Éric Zemmour est l'expression de l'anéantissement presque total du débat public. Oui, de toute façon, ce sera... ça fait partie de ce que je mets. Enfin, la page de rediffusion est prête. Je vais récupérer juste récupérer la vidéo puis je la mets en ligne. Donc voilà, vous pouvez le dire. Ouais, je pense qu'on en est à 2 heures de stream, c'est pas mal. Oui, je pense qu'on a bien fait le tour. Écoutez, survivez bien ce week-end. Voilà. On fera probablement un live lundi soir de type revue de presse. Et on fera un live plus... on refera le live sur les sondages avant le 2e tour vendredi prochain 20h. Et oui, et donc oui, lundi on fait cette revue de presse qui va encore remonter le moral. Voilà, aujourd'hui on fera une petite revue de presse et si j'arrive à m'organiser ça, on fera un petit topo sur pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc n'existe pas. Voilà. Voilà. Et donc la différence en fait entre le concept de racisme qui est une forme de xénophobie très particulière et la xénophobie. Qui inclut le racisme mais qui inclut aussi beaucoup d'autres formes de xénophobie. Voilà. Voilà. Suite des choses.
Exactement. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Voilà, les élections c'est dimanche, c'est dans 2 jours. Pensez à voter. Voilà. Pour le coup, là pour cette fois-ci, voilà, pensez à voter. Nous, on va essayer de raid on raid Défécator. Ah bah oui, Redon Defecator. Alors, c'est quoi la chaîne Defecator? Attends. Défécator officiel chante. Ah, tu lances, c'est toi qui lances le raid. Et je vais lancer ça. Alors, il faut que je tape quoi? Tu m'as dit Défécator souligné officiel. Red Defé. Alors, c'est comment Defecator? Defé. Defakator. Officiel. Defecator Voilà. officiel. Est-ce que je suis. Il y a un D majuscule et un O majuscule, et normalement ça va marcher. Red, le chat. Eh bien, oui, voilà, ça va lancer le raid, c'est parfait. Ça l'a lancé, parfait. Merci beaucoup d'avoir été là, et on espère vous voir bientôt. Voilà. Bien, bisous à tous, courage, et à bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir.